Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une émission bien remplie pour vous aujourd'hui concernant notre troisième invité, cet artiste peintre déterminé a su prendre sa place dans un milieu exigeant du talent, mais aussi un travail acharné afin de vivre sa passion à fond. Inspiré par les couleurs notamment, elle nous partagera sa ligne de pensée et l'analyse de son style, tout en discutant du passionnant métier d'artiste peintre. Nous recevrons donc, pour conclure l'émission, la talentueuse Pascale Bouchard. Et pour la deuxième période, nous serons en compagnie d'un habitué du nightlife, adepte depuis toujours des sorties restaurants et spectacles, qui est passé à l'action, faisant récemment l'acquisition de la mythique brasserie La Ripaille, d'où nous diffusons présentement. Et pour nous parler de ses objectifs, ses vues sur le monde du divertissement et un peu de lui-même, nous recevrons Pascal, le propriétaire et dirigeant de l'endroit. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée, elle pratique un métier qui demande créativité, doigté et précision. Étant artiste tatoueuse, et ce, depuis une vingtaine d'années. Elle est la preuve même que le diplôme s'acquiert sur le terrain. Et pour nous partager les dessous d'un métier particulier et en ascension, il faut le préciser, avec nous, une artiste colorée pour qui la piqûre se vit au quotidien déjà depuis 2 décennies, Jessica Giraud. Bonjour, Jessica. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Heureux de te recevoir parce que c'est un compliment. Tu es ici depuis Sorel. Oui. Donc, merci d'être ici. Ma première question, parce que tu as beaucoup d'expérience, ça fait une vingtaine d'années. Absolument. Plusieurs personnes, là, on le remarque, ont vraiment beaucoup de tatouages. À quel moment c'est trop? Comment on peut déterminer ça? Ben, c'est quoi le bonheur pour toi? OK. Je pense que c'est relatif, là. Qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui n'est pas assez? Moi, honnêtement, j'en ai jamais assez, là. Est-ce que ça arrive que tu vas dire à un client ou tu vas lui peut-être conseiller de remettre en question sa décision, soit parce que là, c'est trop, ou parce que c'est de mauvais goût? Jamais pour la quantité. Ben, ça peut arriver que je vais... ça arrive des fois, mettons, j'ai un client, un homme qui va me montrer un certain dessin, puis je vais dire, okay. Moi, je trouve ça un peu féminin, qu'est-ce que t'en penses? Puis je vais proposer d'autres choses, mais pas au niveau de la quantité, là. C'est pas moi, en tout cas, qui va, qui va doser ça. Je pense que ton métier a beaucoup évolué, surtout pour la perception. Mais il y a des préjugés. Une femme qui travaille dans un métier qui était traditionnellement surtout réservé aux hommes. Est-ce que ce préjugé-là, tu le vis encore ou tu trouves que ça a justement beaucoup évolué? Non, là, c'est sûr que moi, quand j'ai débuté, il y a 20 ans, des femmes tatoueuses, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Oui. Mais est-ce que c'était au niveau d'un préjugé? Je le sais pas. Je pense que ça s'est peut-être développé à partir des hommes au départ parce que dans le temps, les tatouages, c'était plus réservé pour... réservé, on voyait ça pour les gangs de rue, oui. le monde en les prison. ex-prisonniers. C'est ça, tu sais, c'était mal catégorisé. Les là. gars tough, comme bad on dit, boys. avaient des tatouages, mais maintenant, n'importe qui. Puis des femmes, c'était très rare, là. Oui, effectivement. C'est ça. J'aimerais qu'on parle d'un aspect qui est un peu similaire. On a eu du fun avec ça au téléphone quand on a fait notre pré-entrevue, parce que tu as un travail qui s'apparente en quelque part à celui de psychologue ou coiffeuse. C'est-à-dire qu'il y a une proximité avec le client qui se développe, qui fait que tu as des confidences. Et tu m'as parlé de tatou-thérapie. Tatou-thérapie, oui. Ce qui est un combo tatouage et thérapie. Est-ce que finalement, ça se transforme en consultation, tout ça, parfois? Bien, je pense que même titre, comme tu as parlé comme avec les coiffeuses ou quoi que ce soit... Quelqu'un qui vit une douleur, mettons, un chagrin d'amour. Je fais beaucoup de très gros projets, donc nécessairement, je vois les personnes plusieurs fois là, avant la fin de leur projet, puis c'est à coup de 4 à 6 heures de session à la fois. Okay. Fait que oui, passer 6 heures avec quelqu'un, là, nécessairement, puis le revoir plusieurs fois, c'est allé sur... des fois quelques mois, là, on finit par échanger un peu. Là. Fait que oui, je connais un petit peu des petits bouts de vie de tout le monde.
je pense que la question suivante, je l'ai posée à d'autres artistes tatoueurs. Et d'un point de vue personnel, je pense que vous avez une pression additionnelle du fait que tu pratiques un métier où il n'y a pas de marge de manœuvre. Tu dois réussir ton coup dès le premier essai. Et comme tu m'as confié, tu n'as jamais manqué, tu n'as jamais raté un tatouage. Mais est-ce qu'il y a quand même une certaine pression qui est présente? Et peut-être des fois, tu vas avoir un client un peu plus exigeant sur les détails. Je te dirais que, très franchement, je ne l'ai plus, cette pression-là, maintenant, après 20 ans. Mais je l'ai ressentie dans les premières années, surtout les 5 premières, là, quand on débute. Et puis, l'idée, c'est de se faire connaître puis de montrer notre talent. Fait que c'est sûr que, ayant la conscience qu'on ne peut pas se tromper, il y a un certain stress là, qui s'amène avec ça. Mais, comme je t'ai expliqué, j'ai toujours suivi mon évolution. Puis même, je te dirais même que je l'ai peut-être ralenti, peut-être par petit manque de confiance là, au départ, puisque j'ai été complètement autodidacte, j'avais aucun mentor. Donc, c'est sûr que... YouTube t'a beaucoup aidé, comme tu disais. YouTube, c'était... ouais. Et c'est ce que j'ai dit en présentation. Tu as la preuve que le diplôme s'acquiert sur le terrain. Absolument. Ça va beau avoir des notions enseignées sur un tableau. Est-ce qu'il arrive que... Tu m'as raconté une anecdote, on va aller sur ça. Des tatouages, trop haineux ou un peu trop flyés. Il y en a un que tu m'as raconté avec un beau tas de merde, on va le dire comme ça. J'aimerais que tu me racontes cette anecdote-là que tu te rappelles. Mon Dieu, ça fait peut-être une dizaine d'années de tout ça. Il y a un jeune de 20 ans environ qui s'est présenté au studio. Puis, il m'a demandé de lui tatouer. En fait, il voulait sur l'avant-bras « People » en gros gras noir, égal, avec un tas de marde, réaliste, avec les mouches, le fiume et tout, là. La brillance, la couleur, tout, là. Ça avait l'air mouillé. J'avais faim. Oui, ça coupe la pizza un peu. Et puis, j'ai tergiversé avec lui pendant au moins 2 heures. Puis, parce que, étant donné qu'il était jeune, moi, dans ma tête, à moi, il était peut-être asocial là, mais c'est peut-être un problème qui allait se régler en vieillissant. Mais bon, au bout de 2 heures têtu, il voulait absolument. Fait que j'ai fini par le faire. Est-ce que ça arrive souvent, ça, des demandes trop loufoques? Non. Pour vrai, j'ai pas ça. Le monde y pense que c'est pour longtemps. Je cache des choses loufoques, beaucoup. Je fais beaucoup de cover-up, des erreurs pour les autres. Des prénoms de filles sur... Mais on m'en demande pas. Les gens aujourd'hui sont plus avisés sur leur choix de tatouage. Okay. Qu'est-ce qui t'amène au tatouage? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment j'ai débuté ça? Oui, qu'est-ce qui t'a amené à cette idée-là en premier? Tu m'as parlé d'un ex, là, et j'aimerais qu'on parle de cordes de guitare aussi. Mon premier tatouage, je ne sais pas si on va le voir à l'écran ici, c'est le nom de mon fils. OK. Puis, en fait, moi, dans la jeune vingtaine, quand j'ai commencé à faire ça, c'était pas l'idée de devenir tatouage. J'avais jamais même pas pensé à faire ça. Mais je voulais des tatouages. J'ai toujours été un peu rebelle. Je cadrais avec, dans ma tête en tout cas, avec les tanneurs, si on veut. J'aimais beaucoup les tatouages, puis c'était ma forme d'expression aussi. J'avais pas les moyens de m'en payer. Alors, j'ai toujours été artiste, j'ai toujours dessiné partout. Fait que j'ai décidé de... Tranquillement, c'est là que ça s'est fait. Quand j'ai commencé à sortir avec le père de mon plus jeune, chez lui, il y avait une vieille machine de... C'est un gars qui connaissait, une machine de prison, là, ben redneck, là, c'était un moteur de Walkman avec une corde de guitare vraiment là, qu'on prenait comme une des plus grosses cordes là, de la guitare, qu'on déroulait le string qu'il y avait autour, puis on limait ça, on désinfectait les crayons ça. Bic chauffés, t'en mets 2, tu les chauffes, ça fonctionne bien aussi. Ah, OK, je connais pas cette... Moi, j'avais juste celle-là, mais bon. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'évolution du tatouage depuis tes débuts, parce que je pense que la mode a beaucoup évolué. Là, on n'est plus avec les fils barbelés autour du bicep. Non. On est rendu ailleurs, mais dans l'évolution de ce qui est demandé, tu nous dis quoi? Moi, je suis portraitiste. Donc, je suis spécialisée tout ce qui est réaliste, puis je fais beaucoup de reproductions pour des visages, que ce soit des enfants, des parents décédés, des êtres chers, des animaux.
Aujourd'hui, les techniques y ont évolué parce que les gens se sont permis de se mettre à partager leurs connaissances. Sauf qu'on trouvait un moyen de monétiser leurs connaissances aussi, là. Quand moi, j'étais jeune, personne ne voulait me montrer parce qu'il y avait tellement peu de gens qui voulaient, comme c'était exclusif, ne voulaient pas se faire enlever leur petit spécial que personne ne connaît comment faire. Mais à un moment donné, quelqu'un a commencé à faire de l'argent avec ça. Les informations ont commencé à se partager. Puis ça a permis aussi aux gens d'évoluer sur leur technique. Ouais. Puis à cette heure, les images, c'est beaucoup de... C'est plus des Tweety Bird puis des Taz, là. On est rendu avec des photos. Oui. Parlant justement d'images, est-ce que les réseaux sociaux ont une influence grande sur le tatouage? Absolument, oui. Absolument, parce que c'est la société, tu sais. Comme je t'avais parlé un peu du concept de mouton l'autre fois, des fois, il y a des gens, je pense, qui ont des tatouages juste parce que tout le monde en a aussi, là, à quelque part. Mais oui, c'est une mode. C'est une mode qui est partie, puis les réseaux sociaux, ben ils vendent ça aussi. Qu'est-ce qui fait un bon artiste tatoueur? Je pense qu'à la base, déjà, il faut avoir... faut que le dessin, ça soit quelque chose d'inné. Là. Selon moi, je sais qu'il y a des tatoueurs qui vont vraiment juste reproduire, donc suivre des lignes, des stencils. Mais, tu sais, pour ces personnes-là, c'est très restreint, dans le fond, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais, tu sais, comme moi, si mon stencil, c'est face ou je peux dessiner directement sur la personne, il faut avoir une certaine créativité là, personnelle, puis beaucoup de persévérance. Parce que ça prend plusieurs années, surtout aujourd'hui avec le nombre de tatoueurs. Il faut être curieux aussi de vouloir s'améliorer. Comme toi, ton style a sûrement évolué beaucoup depuis 20 ans. Ben oui, tu es capable de faire des choses que tu n'aurais peut-être jamais pensé être capable de faire. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis que ça prend de la persévérance. Il faut pratiquer énormément parce que c'est en le faisant, en fait, qu'on devient bon. Pour ceux là, qui auraient en tête de se faire un premier tatouage, quelles sont les parties du corps les plus douloureuses? Les plus douloureuses. J'ai ma petite idée là-dessus. Là. Toutes les zones, en fait, où la peau est moins épaisse, donc le niveau où c'est plus osseux, les coudes, les genoux, les chevilles, les pieds, la tête, le bassin, la colonne vertébrale. Fait qu'il vaut mieux se faire tatouer dans le gras. Moi, là, personnellement, je pense que la meilleure place, si quelqu'un n'a jamais eu un tatouage, c'est d'y aller sur le bras, pour commencer. Je pense que c'est l'endroit qui est le plus facile à endurer. Tu es lié par le tatouage à ton client pour toujours. À moins qu'il procède au détatouage. Ouais. Mais en quelque part, tu es avec lui pour toujours. Oui, comme j'ai dit, il y a des milliers de personnes qui se promènent avec un petit bout de moi. Ben oui. Beaucoup de demandes pour les parties génitales. Parce que là, ça fait partie de l'entrevue, c'est sûr. J'en ai. Il y a des gens qui te demandent ça. J'en ai déjà eu. Évidemment, la réponse, c'est non. J'ai refusé. Comme je t'ai expliqué, j'aime choisir le pénis que je vais avoir. C'est pas quelque chose qui est confortable pour moi, mais non, c'est pas des demandes qui sont habituelles, là, en fait. Là. Est-ce que tu considères que ton travail, c'est quelque chose qui est exigeant physiquement? Physiquement, mal de cou, mentalement, fatigue, oui. Je vais régulièrement me faire masser. Puis après 6 heures de tatou, souvent, je me rends pas compte parce que moi, je travaille jamais. Tu prends pas de pause? En fait, je travaille jamais. C'est pas un job pour moi. OK. Tu sais, jamais je vais faire comme ça me tente pas de tatouer aujourd'hui. Moi, je te comprends. Tu comprends? C'est ma passion. Mais donc, tout le long de la séance avec la personne, je me rends pas compte. C'est quand elle s'en va, là, puis que je m'assois, c'est la concentration. Ça me prend beaucoup d'énergie, de concentration. Puis souvent, je suis mal placée. Plié en deux. Des fois, je suis obligée de rester debout pour avoir un bon appui ou l'endroit du corps. Continuellement mal au cou? La base du cou, le bas du dos. Tu t'entraînes, ça t'aide? Oui. Tu me mentionnais dernièrement qu'il y a eu une légère baisse, parce que c'est sûr que le monde du tatouage, c'est un domaine qui est en ascension, mais tu me disais que depuis 1 an, la demande est moins forte, et tu m'expliquais que l'inflation finit par jouer là-dessus aussi. Oui, bien c'est ça. En ce moment, c'est sûr, on le voit, là, les temps sont durs pour beaucoup de gens. Le prix, le coût de la vie a augmenté énormément. Nécessairement, on comprend que nous, on est un luxe, on n'est pas un bien essentiel. Hein, fait que les gens, ils se gâtent quand ils viennent se faire tatouer. Puis nos services, c'est sûr que quand on donne des services comme ça, c'est un talent qui n'est pas donné à tout le monde, ça se paye. Puis notre matériel a vraiment augmenté aussi de prix. L'encre, les aiguilles, toutes ces choses-là.
Ouais. Puis quand on est une artiste comme moi qui fait des choses un peu plus compliquées, j'ai besoin d'encore plus de matériel. T'sais, pour un tatouage, je peux utiliser jusqu'à 5 aiguilles différentes pour faire l'effet que je veux donner. Fait que c'est sûr que ça coûte plus cher. Puis en ce moment, comme je t'ai expliqué avec les cours qui sont donnés et tout ça, le tatouage n'est pas légiféré au Québec. N'importe qui peut devenir tatoueur. C'est ça, mais ça viendra. Demain matin, tu peux devenir tatoueur. Ça viendra. Peut-être avec l'engouement qu'il y a autour de ça là, en ce moment. Oui. Parce que même, j'utilise des sprays pour geler la peau. Là. Puis depuis un mois environ, là, on a de la difficulté à en avoir. Là, c'est ça. Parce que les tatouages, toutes ces choses-là, c'est rendu tellement connu. Les produits, tellement tout le monde en achète. Puis là, on manque. Tu considères quel pourcentage de population a au moins un tatouage? 80 certainement. Hein? Oui. Va à la plage l'été. Là, si tu vois quelqu'un qui n'a pas de tatouage, c'est cette personne-là qui détonne. Donc, le point en commun des gens qui sont tatoués, ce n'est plus d'être un rebelle. Non. Comme tu le disais tantôt. Non, je pense que c'est rendu de la liberté d'expression. Je pense que c'est quelque chose qui a sûrement attiré beaucoup de gens pendant longtemps, mais c'était pas socialement acceptable. Okay. Surtout peut-être au niveau des femmes et tout ça. C'est ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'émancipe, puis il se donne la place à... On peut avoir l'air de ce qu'on veut. Là. Maintenant, on va se dire les vraies choses. Être une femme qui fait du tatouage, qui est jolie, et ça finit par se savoir, qui est célibataire. Comme tu m'as dit, toutes les excuses sont bonnes maintenant pour aller se faire tatouer, pour consulter Jessica. Est-ce que c'est un aspect, parfois, qui est un peu délicat pour toi, ça? Bien, ça arrive. Là, ça peut être flatteur, mais ça peut être aussi fatigant. Oui, bien, c'est une perte de temps, souvent, parce que ça commence souvent avec des questions sur le tatouage, puis finalement, ça bifurque pour une sortie au resto. Ben, je m'en viens avec mes questions. Que je perds mon temps. Ben, je m'en viens avec mes questions personnelles à l'onglet. C'est un aspect qui est lourd pour toi, ça, des fois? Non, ça l'a déjà été. Écoute, c'est fatigant quand je me rends compte que la personne elle joue vraiment le jeu longtemps pour finir par bifurquer. Puis surtout quand elle finit par dire non, dans le fond, j'en veux pas de tatou, tu sais. Je voulais juste te parler. Mais là, c'est ça. Se réinventer dans n'importe quelle sphère d'activité, c'est important. Toi, c'est le maquillage permanent qui s'en vient, tu me disais, comme objectif? Oui, j'ai commencé à étudier là, le microblading, qui est le maquillage poil par poil pour les sourcils. Le maquillage permanent, les yeux, les lèvres, puis la micropigmentation au niveau du visage, puis les cheveux. Les hommes qui perdent leurs cheveux, on peut aller créer de la densité. Ça camoufle bien, puis ça doit faire mal sur le crâne? Ben, on gèle. Direct sur l'os? On gèle. Ouais, ça se passe bien. Jessica, c'est fort intéressant. On va prendre une petite pause, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend. Et on vous offre d'excellentes assiettes, et ça, 7 sur 7. Et je vous recommande fortement la pizza au four à bois de La Ripaille. C'est vraiment extraordinaire. Donc, des spectacles de qualité, d'atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame à Repentigny, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, un endroit sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une artiste tatoueuse de longue expérience, Jessica Giraud. Maintenant, toujours beaucoup d'activités musicales au menu de la brasserie La Ripaille. Et encore une fois, la promesse, dis-je bien, est tenue ce week-end prochain qui va pas faire exception. Demain, jeudi, 19h, le chansonnier J.S. Pilon sera des nôtres, un artiste de qui on ne dit que du bien. Beaucoup de chansons à son répertoire et c'est tout à fait gratuit, ça c'est fort important. Puis vendredi, dès 19h, c'est l'excellent Julien Tremblay qui vous attend avec son répertoire varié et son talent sur scène. Quelque chose à ne pas manquer pour le meilleur du rock des années 80 à 2000. Et fait important, encore ici, c'est tout à fait gratuit, ce qui commence à être plutôt rare de nos jours. Et pour samedi, donc, si je peux retrouver ma feuille, samedi, je vais retrouver ma feuille. Samedi, Pascal, c'est qui? Comment? Hugo Lapointe, qui se passe de présentation. Et pour réserver, c'est le 450-581-8100. C'est un spectacle très attendu dès 21h qui s'intitule « On fête Noël à l'avance », donc avec le populaire Hugo Lapointe. Une soirée qui sera assurément remplie d'actions musicales dans une ambiance chaleureuse et plaisante, comme toujours ici à la Ripaille de Repentigny. Comme vous pouvez le constater, c'est un endroit particulier. C'est un bar apprécié, une salle de spectacle réputée, mais également un restaurant au menu
tenue et au service de grande qualité. Et ce, je vous rappelle, depuis 1975. Donc, nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny, la brasserie La Ripaille qui vous attend, et ce, 7 sur 7. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est plus de 35 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Ma chère Jessica, question qui revient surtout pour les gens qui n'ont pas de tatouage. Est-ce que le tatouage vieillit bien sur la personne? Ça dépend de comment... ça dépend de l'artiste. Ça dépend surtout de l'artiste. Tu sais, si on se rappelle, si tu vois un de tes chums qui a un tatouage qui s'est fait faire quand il avait 25 ans, là, oui. Ça a l'air d'une grosse tâche aujourd'hui. Mais les tatoueurs, dans le temps, comme je te dis, les techniques qui ont évolué, ils prenaient des aiguilles vraiment trop grosses, faisaient des dessins trop petits. L'encre, nécessairement, avec le temps, ça va fuir un peu en dessous de la peau. Ça va prendre de l'expansion. Fait qu'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, on sait qu'il faut maximiser la grosseur des pièces puis réduire le détail quand c'est trop... Quand c'est trop détaillé, il faut absolument qu'on grossisse l'image. C'est ce qui va permettre que le tatouage peut être beau. J'ai des clients, ça fait 20 ans que je tatoue, j'ai des clients que j'en vois encore. Même avec les couleurs. Oui. Les couleurs, on fait un refresh. C'est sûr que encore là, ça dépend comment la personne va faire attention à son tatouage. Parce que les rayons UV, avec le temps, ça défragmente le pigment. Okay. Ça peut changer, modifier la couleur ou carrément l'enlever. Moi, j'avais une toile d'araignée rose sur l'épaule, puis en 10 ans, elle a disparu. Et c'est le soleil. Puis j'ai commencé parce que j'ai commencé à mettre beaucoup de couleurs dans mes tatouages. Quelle couleur disparaît le plus rapidement? Le rouge, le rose? C'est sûr que c'est les plus pâles. Ça va être souvent le jaune, le blanc, le jaune, le rose pâle, toutes les couleurs qui sont vraiment plus pâles. Tatouer le visage, est-ce que c'est plus particulier que de tatouer le dos ou ça, pour toi, c'est la même chose? Tu peux élaborer sur particulier? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, se faire tatouer dans le visage, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus apparent. C'est une décision qui doit être plus mûrie. Est-ce que pour toi, il y a une pression additionnelle ou est-ce que tu en discutes plus longtemps avec le client avant? Est-ce qu'il y a une différence pour toi de tatouer un visage? Ça dépend. Comme je te dis, je pense que j'y vais toujours avec une question d'éthique morale au niveau de l'âge. Logique. Si c'est un jeune qui a 16-17 ans, je le ferai pas, tu comprends? Oui, parce que si la quand c'est personne temps d'aller se trouver une job... Elle a 40 ans, puis qu'elle est placée dans sa vie, puis qu'elle veut un tatou dans le visage, je ne commencerai pas à faire sa mère. Moi, j'en ai. Mon métier me permet d'en avoir. Puis je les ai fait assez discrets que... Pour les cacher. C'est ça. Donc, si j'ai connu un homme... Si je dois aller en cours ou quoi que ce soit, je peux avoir l'air... j'enlève mes piercings, puis je peux être très... J'ai connu un homme qui s'était auto-tatoué dans le front, en gros, Harley Davidson, avec une faute. Dans le front, dans le milieu? Avec une faute. Oh! C'était pas Davidson, c'était Davidson avec un E. Oh. Fait que ça rajoute une petite touche particulière. S'auto-tatouer, comme tu le fais. Oui. Tu nous dis quoi là-dessus? Aurais-tu un conseil? Parce que c'est plutôt particulier. Moi, honnêtement, c'est juste que je pense... Je serais vraiment pas une bonne cliente pour un tatoueur, puisque c'est mon travail. Tu sais, mettons, toi, tu fais de la toiture, là. Tu vas vouloir la faire toi-même, ton toit, qu'il soit fait comme du monde. Moi, je pense que j'ai tellement caché de tatouages, j'ai tellement réparé des choses que... Là, je suis en train de remplir tout partout où je me rends moi-même. C'est pour ça que j'ai rien sur mon bras gauche, parce que je suis pas gauchère. Puis après ça, je verrai, mais je vais vraiment magasiner mon... Ça, c'est ton bras droit. Oui, l'autre gauche. OK. L'autre gauche. Jessica, autant d'hommes que de femmes en 2024 qui arborent un tatouage? Oui, c'est très musclé. Je vais te poser quelques questions en rafale pour terminer. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Est-ce que les gens se fient plus sur la créativité de l'artiste tatoueur ou ce sont principalement des commandes qui sont plus spécifiques? C'est mitigé, je te dirais. Il y a des gens qui te laissent aller? C'est les deux, oui. OK. Pour les gens qui sont peut-être pas initiés à tout ça, est-ce que c'est dangereux pour la propagation de maladies, les infections, et aussi au niveau de la douleur? Tu nous dis quoi sur tout ça? Parce qu'il y a des gens qui disent non, moi, j'ai peur, par exemple. Bien, c'est sûr que moi, tout mon matériel est à usage unique. C'est des têtes d'aiguille rétractables, c'est jetable.
c'est sûr qu'il y a toujours un risque, là. C'est comme... c'est des plaies, on joue avec... on ouvre la peau, Ben oui. on joue avec les fluides corporels. C'est sûr qu'il faut faire attention avec la contamination croisée. Donc, les clients doivent prendre le temps de bien choisir. C'est quelque chose qui n'arrive à peu près jamais. Ben, en fait, pas dans mon cas. Puis si les clients ont une infection, c'est vraiment parce que eux, à la suite, à la maison, ils n'ont pas suivi mes recommandations. Les tendances actuelles à une phrase, c'est quoi? Est-ce que c'est encore beaucoup des fauves ou on est loin de ça? Je pense qu'il y a beaucoup de portraits. Oui, des portraits des animaux. Des enfants ou des artistes. Marilyn Monroe, ainsi de suite. Ça va être beaucoup des montages, là. Quel artiste est le plus demandé? David Bowie? Non. Okay. J'ai pas d'artiste. Ton tatouage le plus long que tu as effectué en carrière, tu dirais, ça a été combien de temps? Bien, dans le temps, je faisais des all you can ink pour seulement 500 $ dans mes débuts pour pouvoir attirer des gens. Puis c'est pas un tatouage, mais j'ai tatoué quelqu'un pendant 13h30 de temps. Puis à la fin, j'ai dit, je pense que t'en as eu pour ton argent parce que lui, il aurait continué. Jessica, en terminant, je veux que tu donnes un conseil à ceux qui n'ont pas de tatouage et qui sont comme sur le point de prendre la décision. Qu'est-ce que tu leur dis? Et ton deuxième conseil, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans une carrière d'artiste tatoueur. On va commencer par les gens qui veulent un premier tatouage. Tu leur dis quoi? Bon, bien, pour les gens qui veulent un tatouage à la maison, des artistes, il y en a beaucoup. Prenez le temps de choisir votre artiste, peut-être d'aller voir la place aussi, de parler avec lui parce que vous allez passer nécessairement quelques heures avec la personne. Donc, c'est quand même bien quand le courant passe. Ben oui. Rester avec quand personne se passe, c'est un peu plat. J'ai l'impression que le courant passe, toi, avec tout le monde. Ben, moi, je suis caméléon. Je m'entends avec pas mal. Pas compliqué. Les clients, ils disent tout, c'est comme s'ils allaient chiller dans le salon avec leur ami. Ils peuvent se confier en même temps. Oui, c'est ça. C'est un combo. La tatouerapie. Et tu dis quoi à ceux qui veulent se lancer dans une carrière d'artiste tatoueur? De ne pas dépasser... En fait, de commencer par des choses simples, des lettrages, d'utiliser des fausses peaux au lieu d'utiliser les gens pour blesser les gens ou faire des erreurs. Autant pour la personne que pour leur propre carrière. Si tu débutes, faire des erreurs, c'est pas tout le temps bon. Prendre son temps, oui. Bien, Jessica, en terminant, pour te rejoindre, qu'est-ce qu'on doit faire? Sur Facebook. Pour les gens de la région de Sorel aussi. Oui. Bien, Facebook, j'ai ma page Label Ilbeuré. Il y a ma page Jessie XO Tattoo Model sur Instagram. Puis, par mon numéro de téléphone, mais qui est affiché sur ma page Facebook. Parfait. Je te souhaite une belle année 2025 avec beaucoup de travail. Merci de ta présence à l'émission parce que tu deviens de Sorel, donc c'est un compliment pour nous. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes et je te dis tout simplement, Jessica Giraud, à bientôt. Merci pour cet entretien fort intéressant. Merci à toi aussi. Joyeux Noël. Maintenant, il est dorénavant possible de voyager et de se ressourcer tout en vivant une expérience inédite en croissance personnelle. Effectivement, c'est ce que vous offre Linda Jonf. C'est beau, merci. Organisatrice d'événements pour l'éveil personnel. Donc, pour un voyage qui sera bien plus qu'un repos, mais également une période de ressourcement intérieur grâce à divers ateliers présentés sur le bateau durant le périple. Vous pourrez donc vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Ça, faut le spécifier. Vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Et la prochaine destination, c'est fort intéressant qui est proposé. C'est pour février, les Caraïbes et le Mexique. Donc, pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, le numéro de téléphone dans le 581, c'est 993-5145 ou le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle et la vie ne pourra être plus belle tout en voyageant autrement. Maintenant, vous avez des questions qui demeurent depuis longtemps en suspens. Différentes options s'offrent à vous, peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie. Tu peux te rapprocher, mon Pascal, un peu. Représente des options efficaces pour répondre à vos interrogations avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence et crédibilité, amour, amitié, famille ou emploi pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Maintenant, autour de notre deuxième invité, lui et sa conjointe vivent avec fierté une belle expérience, et ce, depuis quelques mois, ayant fait l'acquisition de la famille
fameuse et très reconnue brasserie La Ripaille de Repentigny, d'où nous diffusons. Et pour nous partager ses émotions jusqu'ici, et ses objectifs et ses observations sur le milieu, avec nous un passionné de tout ce qui s'appelle restaurant, spectacle et musique, un homme qui regarde droit devant lui, le propriétaire de l'endroit, Pascal. Bonjour, Pascal. Salut, salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ben oui, ben oui. J'avais hâte de te rencontrer pour donner la chance aux gens de voir c'est quoi être propriétaire d'un tel endroit, parce que je pense qu'il y a des exigences importantes quand même. L'élément fierté, je voudrais aborder ça avec toi parce que d'acquérir un endroit qui existe depuis 1975, qui est connu de tous sur la Rive-Nord, bien, ça doit peser dans la balance. Absolument, absolument. Écoute, juste le fait que la Ripaille fait partie de moi maintenant, bien, ça me rend d'autant plus fier. Comme tu l'as dit, 1975, c'est pas n'importe quoi. Alors, avoir... T'étais même pas né. Exact. Ben, en fait, je suis né en 75. Je te fais un petit compliment, là. Qu'est-ce que tu retiens, toi, là, qui as vu beaucoup de... On va parler de ton expérience client en mystère, mais on va parler aussi de ce que tu as vu partout dans les nightclubs depuis des années. En quoi c'est venu t'aider dans ce que tu voulais dans tes objectifs pour l'endroit? Bien, c'est sûr que lorsque tu fais l'acquisition d'un endroit, tu sais jamais dans quoi tu t'embarques. Alors, ce qui est important, c'est d'aller vérifier, de voir qu'est-ce qu'on fait, quel genre de service qu'on offre, quel genre d'employé tu peux avoir, parce que ça joue un rôle important au niveau de la sociabilité avec les gens, le service que tu donnes. Alors, toutes ces choses-là rentrent en ligne de compte, et c'est pas le fait que tu sais comment faire qui va te donner nécessairement de la qualité au niveau de ce que tu vas faire avec ton entreprise. Et comme on disait tantôt avant l'émission, quand on discutait, le bouche à oreille dans le nightlife est très important. Exact, exact. Je suis d'accord avec toi. Tes objectifs à court et moyen terme? À court terme, c'est être sûr que la business fonctionne, bien évidemment, donner un service hors pair à mes clients, ça c'est idéalement. Et je te dirais, à long terme, c'est d'augmenter la qualité de mes services que je vais offrir. Jamais arrêter. La vocation reste la même. Exact. Jamais m'asseoir sur ma chaise en disant « Oh, voici ce que j'ai accompli, je suis bien comme ça ». Non, j'arrêterai jamais, je vais continuer d'avancer. Je vais te poser une question que je pose souvent à des DJ et des gens du nightlife. Donc, toi, ça s'y prête bien parce que tu as une expertise, tu sors depuis toujours. Qu'est-ce qui fait l'attrait d'un nightclub? Encore une fois, Steve, je vais aller du côté vraiment le service que tu vas donner. C'est primordial. Si tu ne donnes pas un bon service, si les gens se sentent pas... Exact. Si les gens se sentent pas chez eux, bien, les gens ne viendront pas te voir. Ça, je pense que c'est primordial au niveau de ça surpasse tout. Tu peux avoir une belle place, des beaux murs, tu peux avoir une belle qualité de show, de musique, mais si les gens ne se sentent pas à l'aise lorsqu'ils sont assis à ta place, tu n'auras pas de succès. Ma prochaine question, on en a parlé avant l'émission, fais attention au fil. L'appellation brasserie, ça vient changer quoi dans la donne? Parce qu'il y a une espèce de préjugé avec ça. On en parlait tantôt. J'aimerais que tu me donnes ton point de vue là-dessus sur l'appellation brasserie. C'est sûr que si on va selon le dictionnaire, la brasserie, c'est un endroit où on fabrique la bière, où on brasse de la bière, comme la brasserie Molson, exemple. Par contre, ce qui est ancré dans les gens, dans la mémoire des gens, une brasserie, c'est un endroit où tu peux aller prendre une bière et avoir une bonne assiette, manger. Donc, le terme brasserie fait amplement ma fierté. Parce que, oui, on ne brasse pas la bière, mais je suis vraiment content de servir. Tu ne vas jamais retirer exactement cette appellation-là. Pascal, ma prochaine question, je pense que ça prend un petit peu un psychologue pour répondre à ça. Mais je pense que tu vas m'y répondre. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a le goût de sortir et l'autre pas? On a tous des amis qui sortent beaucoup et d'autres à peu près pas, même quand ils sont jeunes. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Pourquoi quelqu'un a besoin de toujours sortir et l'autre pas? Je te dirais que si tu avais posé la question, là, peut-être 4 ans, juste avant la pandémie, ça aurait été très difficile d'y répondre puisque les gens étaient habitués à sortir, étaient habitués d'aller dans les endroits, ils sortaient de chez eux pour avoir du bon temps. Avec la pandémie, ça a extrêmement ralenti. Bien évidemment, c'est comme si les gens auraient compris qu'à partir de maintenant, on peut quand même avoir du plaisir à la maison. Maintenant, je vous dirais que pour réussir à avoir une salle con ou une salle pleine, il faut travailler vraiment fort. Ça, je vous le dis, il faut vraiment travailler fort. Il faut aller chercher la captation du client. Donc, il faut donner ce que le client demande. Si, je te donne un exemple, si on met de la musique country puis qu'on voit qu'il n'y a aucun engouement pour la musique country, mais je n'irai pas retourner avec du country. Mais juste pour te dire, le country, ça pogne beaucoup. J'ai donné ça comme ça. Mais donc, tu comprends un peu dans laquelle nous, on fait face et où qu'on s'en va avec ça.
Pourquoi on embarque dans une telle entreprise, une telle aventure en plein cœur du nightlife après la COVID? Bien, nous, on cherchait un endroit comme ça. Premièrement, moi et ma conjointe, qui est aussi la propriétaire, bien entendu, de la Ripaille. Stéphanie, qu'on salue. Exact. On va sûrement regarder ça. C'est sûr qu'elle va le regarder. On cherchait un endroit. Nous, tout d'abord, on était des clients. Donc, on a toujours regardé pour avoir un endroit où on pouvait aller voir un spectacle et surtout avoir une bonne assiette. Donc, ce que je correspond à tes valeurs. Exact. Donc, on allait s'asseoir dans un endroit, on avait une bonne assiette, puis après ça, on pouvait avoir un spectacle. Un endroit où on pouvait aller et rester toute la soirée. Alors ça m'a toujours attiré. On regardait pour quelques entreprises qui étaient plus ou moins dans le même domaine, mais pas autant que la Ripaille. Lorsqu'on a vu que la Ripaille était à vendre, c'est là qu'on s'est lancé. Donc, je ne cherchais pas pour la Ripaille, bien entendu, mais... Ça s'est présenté. Exactement. Est-ce que l'âge est un facteur pour toi? Est-ce que c'est venu jouer dans ta décision? T'es pas vieux, mais t'es plus jeune non plus. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben là, est-ce que c'est la bonne décision? Parce qu'on a dépassé le cap des 40 ans, exemple. Oui, non, écoute, puis je comprends un peu ton point de vue. Puis, tu sais, en même temps, c'est comme une préparation de la retraite. Je travaille dans un autre domaine, bien entendu, mais l'endroit que j'ai acheté ici va être bénéfique pour ma retraite. Donc, j'aimerais m'occuper de cet endroit-là à 100 de mon temps plein, pour pouvoir avancer, comme je disais tout à l'heure. Ça serait quoi le pire défaut du propriétaire ou du gérant d'un nightclub? Le défaut? Oui, le pire défaut. Je te dirais que ça serait de ne pas être agréable. Donc, je pense que c'est primordial. Le côté sociable de la chose. Exactement. Je veux dire, il faut que tu sois présent pour tes employés autant que pour tes clients. Si le propriétaire de la place n'est jamais là, le propriétaire ne va jamais voir les clients assis aux tables pour se présenter, pour savoir est-ce que ça va bien, est-ce que vous allez bien manger, d'avoir un contact humain avec le client. Oui. Mais je pense que ça fait toute la différence. Lorsque tu n'as pas ce côté-là, je pense que je dis pas que tu es mal parti, mais disons que tu pars avec une feuille. On va te faire comme ça. J'aimerais que tu nous parles de ton expérience d'espion, un client mystère, que tu venais ici sachant que c'était à vendre pour observer, et je pense que c'est une très bonne idée. J'aimerais que tu me parles un peu de ça, comment tu as procédé. Bien, les premières fois, ça a comme pris tu l'as combien de temps avant que tu mentionné... dises OK, on embarque? Exact. Bien, écoute, lorsqu'on a vu que l'endroit était à vendre, on a vu ça sur un site Internet où ils vendent des commerces, bien entendu, et puis on s'est dit, bien, on va aller voir de quoi il en retourne, parce qu'on n'était pas venu ici vers. Alors, on était venu comme client, comme nous, on est habitué de le faire. Comme je le disais tout à l'heure, moi et ma conjointe, on cherche des endroits comme ça. C'est ce qu'on faisait. Alors, on est venu une soirée, on s'est assis au bar, puis tout ce qu'on a fait, c'était regarder. On a regardé comment était le service. On a regardé le propriétaire qu'on pensait à l'époque, qui n'était pas du tout la même personne que l'on pensait. Mais bref, on regardait en général comment les gens agissaient, comment les gens se faisaient servir. On regardait l'ambiance. Est-ce que les gens riaient? Est-ce que les gens aimaient ça? Est-ce que les gens applaudissaient? Qu'est-ce qu'il aurait amélioré aussi? Exactement. Et on regardait, bien entendu, tout ce qui était au niveau esthétique, les tables, les murs, les chaises. Et puis, tout ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait ça pendant 2 ou 3 fois. On est venu dans un endroit où c'était, dans un moment où c'était pas achalandé, versus un endroit qui était achalandé, parce que les deux peuvent jouer un rôle crucial. Exact. Donc, es-tu optimiste quant au retour du nightlife? Parce que conjointement, on travaille là-dessus. On essaie de faire en sorte que ça revienne à ce que c'était. Et la véritable question, c'est pas de savoir s'il y a un retour, mais c'est la vitesse. Absolument. Es-tu confiant? Absolument. Nous, une fois par mois, on fait ce qu'on appelle des dance halls. Donc, on a recréé un peu... le fameux dance hall addiction. Exactement. Donc, on a recréé un peu ce que nous, on vivait lorsque moi, j'avais 25 ans. Je me souviens très bien que quand j'avais 25 ans, on sortait dans ce qu'on appelait des discothèques. Là. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont dire c'est quoi ça, une discothèque, mais nous, on a fait ça comme ça. Puis je me rappelle très bien là, qu'on essayait de se faufiler à travers les gens juste pour pouvoir se rendre au bar pour commander une bière. Ça, puis des fois, c'était très long. Donc, nous... les files d'attente. Exactement. On essayait de se traverser à travers les gens, puis c'était pacté de monde, les gens dansaient partout. J'adorais ça. Alors, nous, on a recréé ça, puis jusqu'à présent, ça va très bien. Il reste place à amélioration, bien entendu, mais ça fonctionne très bien. Jusqu'à quel point la musique, la variété est importante pour toi? C'est du plus haut. Parce que c'est la force de l'endroit. C'est le cœur de l'endroit. Moi, ici, c'est un endroit où on présente des spectacles, où on présente des artistes. Le jeudi, vendredi, samedi, c'est toujours de la musique live, puis ma qualité des spectacles doit être au top, puisque les gens viennent ici pour ça. Donc,
Es-tu d'accord avec le vieil adage qui dit que dans un nightclub, s'il y a des femmes, il va y avoir du monde? Absolument. C'est une vieille mentalité, mais effectivement, c'est toujours... Les Ladies Night et tout ça, mais c'est ça le but, parce que si l'endroit est rempli de femmes, bien, ça va être rempli d'hommes aussi. Absolument. Maintenant, j'aimerais que tu me parles en tant que dirigeant, investisseur. Il y a les certitudes et il y a aussi les craintes quand tu embarques dans un tel projet, parce que c'est sûr que tu t'es fait un plan, tu t'es pas garoché là-dedans sans faire de vérification. J'aimerais que tu me parles des peurs et après ça, des certitudes, de la façon que tu vois ça. Bien, écoute, je pense que je vais faire les deux en même temps. Oui. Et tu vas comprendre un peu mon point de vue. Quand on parle des peurs, la chose qui me faisait le plus peur, c'était au niveau de la présentation de mes spectacles lorsque j'ai acquis l'endroit. Ça prend une certaine notoriété dans le domaine de la musique. Il faut que les gens te connaissent pour qu'ils puissent te faire confiance. Ou il faut que tu connaisses les gens pour que tu puisses leur faire confiance. Donc, nous, ce qu'on appelle, ce que je vais appeler booker, là, excuse-moi pour l'anglicisme, mais lorsqu'on book des shows, c'est toujours comme au casino. C'est un coup de dé qu'on lance. Ben oui. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne fonctionnera pas? Est-ce que l'artiste va livrer? Exact. Donc, si on lance un coup de dé, on fait venir un artiste, puis qu'il y a 6 personnes dans la salle, bien, c'est sûr que ça va jouer au niveau de mon plan financier de la semaine. Oui. Fait que ça, c'était ma peur. Puis, au niveau de la certitude, c'est plus j'avance là-dedans, plus je deviens confiant. Parce que je me fais des nouveaux amis, je me fais des partenaires, je me fais des contacts. Exact. Je me fais des contacts, puis maintenant, on sait où se diriger, ou dans quoi se diriger, puis quoi ne pas prendre et quoi prendre. Donc, ça fait le tour pas mal de tes deux questions, je pense. Ton expérience avant d'acquérir ici, tu avais une compagnie de limousine. Oui. Ça t'aide? Oui. C'était dans le public. J'ai eu quelques gros noms à bord de ma compagnie de musique qui m'ont aidé effectivement dans le domaine musical. Oui. Tu as visité la Bohème à la Malbaie, le Capitole à Québec, et ça aussi, ça t'a donné des idées pour le cachet, bar et spectacle. Es-tu un nostalgique? On parlait là, il y a quelques instants de l'époque des discothèques. Es-tu un nostalgique? Non, pas vraiment. Comme je le disais tout à l'heure, nous... Je suis le clientèle cible pour les endroits, pour les spectacles et la bonne assiette. Tu sais, tu parles de la Bohème. Je me souviens très bien, à la Bohème, c'est là que j'ai découvert Hugo Lapointe. Okay? Puis là, il joue ici. Puis là, il joue ici. Alors ça me rend fier, bien évidemment, mais je me souviens très bien que la Bohème, là, je te parle depuis là... peut-être 20 ans, là, ça, là, 15 ans, 15 ans dans ce coin-là. On a joué avec... Hugo était sur scène, il a passé du temps avec nous après, pendant qu'on mangeait. J'ai trouvé ça exceptionnel. Puis, tu sais, le fait qu'il joue dans ma place, puis il reproduit la même chose avec mes clients, ça me rend fier, bien évidemment. Tu as un côté musical, je veux dire, tu joues un peu de piano, tu joues de la guitare. Et je ne sais pas si on peut dire que je joue du piano, mais je pianote. Et je constate que tu as une bonne voix. Ouais. Lequel des trois est le plus fort chez toi? Est-ce que c'est la voix, le piano ou la guitare? Parce que, comme je te disais tantôt, je te verrais chanter du Joe Dassin. Je peux pas catégoriser ça de fort. On va dire, laquelle je suis plus à l'aise, on va dire chanter. Okay. Ben, c'est plus facile, ça demande moins de dextérité. Il n'y a pas de chance qu'on te voit chanter ici demain? Absolument pas. Non? Y a-tu déjà pensé? Écoute, on a déjà fait des fins de soirée bien arrosées avec un micro sans fil, puis on faisait du karaoké, mais sinon, non, j'ai pas l'intention de... Tes préférences musicales, es-tu plus rock américain, es-tu dance music, es-tu dance hall? Je suis de tout. J'adore. J'ai l'oreille musicale, j'adore. Tu écoutais quoi ce matin dans ton véhicule? Du country. OK. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de gens, puis on va les inviter en terminant tantôt à nous communiquer avec nous s'ils veulent jouer ici éventuellement, mais tu as vraiment beaucoup de demandes pour jouer à la ripaille. Je dirais qu'en moyenne, ça on va a pratiquement environ prendre une secrétaire. 2 à 3 par jour. Par jour. On en a constamment. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure, l'endroit est connu, donc les gens veulent venir jouer ici. Est-ce que c'est bon pour un couple d'avoir un si beau projet qui se réalise ensemble? Absolument. Ou parfois, tu as de la broue dans le toupette? Non, absolument. On travaille ensemble. Moi et ma conjointe, on travaille ensemble dans ce projet-là. Alors, quand je suis là, elle est là. Et quand je suis pas là, bien, pas là. Donc, on est toujours ensemble. Et vous êtes ensemble depuis longtemps. Ouais. Vous êtes l'exemple du couple qui est autant ami qu'amoureux. Et c'est, je pense, à long terme, un gage de réussite. Vous êtes ensemble depuis 22 ans. Et vous avez vécu dans un camion 8 par 8 ensemble et visité 38 États sur 52 aux États-Unis. T'es très bien renseigné. Hein? Bien, j'ai écouté quand tu me parlais. Et ça, c'est sûr que ça vient aider le couple, mais ça vient aider aussi ta perspective dans ce que tu fais professionnellement. Effectivement. D'avoir autant visité. Écoute, ma conjointe... T'en as vu des clubs, là. Ben oui, exact. Nashville et tout ça. Tout à fait. Tout à fait. On a même été dernièrement là, à la Nouvelle-Orléans, sur Bourbon Street.
où là part la musique, là, c'est totalement la vie nocturne qui est là. On peut même qualifier ça de vie de débauche. C'est incroyable. C'est fou. Ça, c'est incroyable. Puis pour revenir à ma conjointe, effectivement, ça fait 22 ans que je suis avec elle, mais c'est pas juste ma conjointe. Hein, c'est mon ami. C'est tout pour moi, ma conjointe. Donc moi, quand je vais voir une game de hockey, ben, je vais avec ma conjointe. Quand je m'en vais en skidoo, ben, je vais avec ma conjointe. Alors, tu sais, c'est ma complice. C'est presque poétique, ce que tu dis. Ah. Mais c'est tellement rare de nos jours des couples qui fonctionnent bien, même après tant d'années. Si tu résumais, on en a parlé en pré-entrevue, mais ton expérience jusqu'ici, en quelques phrases, tu m'as dit qu'il n'y avait pas vraiment de surprise, mais tu m'as parlé des fournisseurs. Ouais. J'aimerais que tu nous partages tout ça. Écoute, les fournisseurs, c'est un peu touché à discuter parce que naturellement, je nommerai pas de nom, mais je te dirais que si on va avec l'objet que je vends le plus ici principalement, ben, on s'entend que c'est de l'alcool. Alors, les fournisseurs, ça me surprend un peu dans le sens que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué de pouvoir obtenir un produit. Dans le sens qu'on avait des contrats à signer, des règles à respecter, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Tu sais, pour moi, c'était plus du côté, ben regarde, je paye pour ça, je vends ça. Je le vends plus cher, puis je touche un profit, puis c'est réglé. Mais c'est pas du tout le cas. Là. C'est vraiment, c'est attitré. Puis les gens, surtout dans une institution connue comme la Ripaille, ben ils veulent venir ici, puis ils veulent être exclusifs. Peu importe dans ce qu'on vend. Que ce soit Molson, qui est exclusif ici, puis ça, je suis fier de le dire, mais autant au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau du service de sanitaire, comme le papier de toilette, etc., ils veulent tout être attitrés à mon endroit. Qu'est-ce qui fait une soirée réussie pour toi? Parce que c'est pas juste une question d'argent, ça, c'est sûr. Le spectacle. C'est indéniable. C'est le son? Le son, exact. Mais en fait, quand je parle de spectacle, il y a le son, bien entendu, que moi, c'est qualité remarquable. J'accepte rien de mauvais dans le son. Absolument si. Puis non, c'est ça. L'avantage que j'ai, c'est que ce soit professionnel. J'ai l'oreille musicale. Alors, si je suis dans la salle et j'entends un bourdonnement que j'aime pas, c'est sûr que je vais aller voir mon gars de son. C'est sûr que je vais aller voir mon gars de son, je vais dire avec ça. Et aussi, mais naturellement, les façons dont les musiciens sont placés, la lumière qui est projetée sur eux, etc. Donc, le spectacle fait la soirée. Irais-tu pousser l'audace jusqu'à acquérir un autre nightclub? Peut-être. Hein? Bonne question. Peut-être. Tu te vois où dans 10 ans? Je me vois, je pense, encore à la même place. Je me vois premièrement propriétaire à temps plein d'une entreprise, parce que présentement, c'est pas le cas. J'aimerais vraiment travailler dans ce domaine-là, du matin au soir, pour que je puisse réaliser toutes les créativités que j'ai, toutes les idées que j'ai à propos de mon projet ou de mon entreprise. Souvent, c'est ce qui me freine. Le temps me manque, puis j'ose pas le donner en contrat parce que c'est pas fait de la façon dont moi j'aimerais avoir. Il vaut mieux faire les choses comme il se doit. Exact. Donc, j'aime bien attendre un peu. Fait où est-ce que je me vois dans 10 ans? Propriétaire à temps plein. Toi qui es natif de la Côte-Nord, tu as été coach au hockey? Oui. Tu l'es-tu encore? Non. Parce que tu manques de temps? Ben non. Oui, entre autres. Mais mes enfants jouent au hockey. Alors, mon gars et ma fille, qui travaillent avec moi présentement ici, jouaient au hockey. Puis j'étais coach dans leur équipe. Puis les deux étaient dans la même équipe. C'est plaisant, ça. Exact. J'aimerais connaître ta recette. On va terminer là-dessus. Es-tu partisan du Canadien? Absolument. Oui. Un peu découragé? Non, pas du tout. Non, OK. Moi, je suis l'éternel partisan. optimiste. On est partisans qui perdent ou qui gagnent, je suis partisan du Canada. En tout cas, hier, on a gagné 6-1. Absolument. On peut pas se plaindre. Je vais terminer avec ça, ta recette pour un amour sain et durable, parce que je pense que tu es bien placé pour en parler. Bien, c'est la même chose que d'acquérir une entreprise face à ton client. C'est d'écouter puis donner ce qu'ils ont besoin. C'est tout. Je veux dire, tu peux être une très bonne personne dans la vie, mais si tu n'es pas un bon coach, il va si toujours t'es pas assez tourné vers l'autre. Exact. Donc, à l'inverse, les couples qui ne fonctionnent pas, c'est qu'ils sont peut-être trop un sur eux-mêmes en partant. Oui, ou que peut-être qu'ils ont des opinions différentes ou des activités différentes, ce qui n'est pas le cas avec moi. Alors, peut-être que je ne suis pas le meilleur coach pour coacher quelqu'un, puisque ma conjointe aime tout ce que je fais. Et j'aime tout ce qu'elle fait, alors on s'entend super bien. Fait que je pense pas que je suis le meilleur coach pour dire à quelqu'un tu devrais faire ça au lieu de ça, puisque chaque personne est différente. Oui. Tu te souhaites quoi pour 2025? De l'amour, de l'argent. Ah, j'aime ta réponse. Je te trouve de plus en plus poète. Merci. Pascal, merci de cet entretien. Je vais te souhaiter joyeuse fête à toi et ta conjointe Stéphanie et toute la famille. Merci pour le partenariat au nom de l'équipe de Flashback. C'est fort apprécié. Donc, longue vie à la Ripaille. C'est pas compliqué. Je vais te dire tout simplement à tantôt.
Vraiment, merci beaucoup. OK. Merci, Pascal. Maintenant, je vous parle d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. On en parlait tantôt. Et il est difficile de faire confiance. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance. Et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance, donc, et de trouver le parfait artiste tatoueur. Et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame, et le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent qui vous attend sur place, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant autour de notre dernière et troisième invitée, et non la moindre. Le milieu dans lequel elle œuvre n'est pas toujours de tout repos, mais demeure très stimulant pour quiconque le pratiquant. Artiste dans l'âme, c'est la peinture qui représente sa forme d'expression de prédilection. Donc, pour nous parler des dessous de la profession d'artiste, j'allais dire tatoueur, mais peintre, avec nous, une femme en amour avec sa passion pour le pinceau, Pascal Bouchard. Bonjour, Pascal. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Très heureuse d'être avec toi. Bien, nous sommes heureux de te recevoir parce que tu as des belles choses à raconter. Pascal, ma première question, on va aller directement dans le vif du sujet. D'où vient le côté artistique chez quelqu'un? Parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Est-ce que c'est le besoin d'exprimer ses émotions? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est artiste et l'autre pas? Oh my God. Moi, j'aurais tendance à dire que tout le monde l'est. Tout le monde est artiste, à chacun de voir de la manière qu'il va l'exprimer. Dans mon cas, le dessin m'a toujours intéressé, oui. La peinture et tout ça. Donc, je pense que tout le monde, oui, serait artiste, je te dirais. Puis il s'agit de l'exploiter. Peut-être, puis si c'est un besoin, une nourriture pour toi de l'appliquer plus quotidiennement ou de façon plus régulière, puis dans des environnements où tu es mis en position face à l'art, bien, ça allume quelque chose puis qui fait que tu laisses place à ça un jour. Je pense donc, que c'est une question d'expression de l'émotion, oui, quelque part. Oui. Dans ton cas, c'est ça. Complètement. Tes émotions ou une émotion, ou les deux? Moi, j'aurais tendance à dire les deux. Chaque œuvre a, un thème ou a une émotion qui est représentée. Elle finit par se dessiner, mais en général, c'est un bagage d'émotions, là. Oui. Qu'est-ce qui fait une œuvre spéciale et réussie? À notre regard, à nous, en tant qu'artistes, c'est assez... pour moi, qu'est-ce qui ferait qu'une œuvre est réussie? Elle est complète. Je le sais que la dernière touche me satisfait. Puis habituellement, je pense que je t'en avais parlé, je la laisse de côté un petit peu. Elle habite dans mon espace, dans mon atelier. Donc, elle vit avec moi quelque temps. Puis s'il n'y a plus rien qui me dérange visuellement, pour moi, elle est complète. Donc, l'étape du « It's a Wrap », le peaufinement, parce que là, je me répète, je l'ai déjà dit ici, Léonard de Vinci disait qu'une œuvre n'est jamais terminée. Oui. Mais à quel moment, pour toi, tu dis « OK, c'est assez ». Moi, quand je considère qu'elle est correcte, qu'elle me convient, je le ressens. Puis en même temps, des fois, faut que je me parle aussi parce que sinon, j'y retoucherais régulièrement ou souvent, ou trop souvent. Et là, ça va empirer la chose. Mais je me dis... je sais pas, je le ressens. Oui, je le ressens. Il n'y a pas de terme ou de point d'arrêt ou de lumière rouge qui me dit elle est finie, mais je le ressens. On passe à d'autres choses. De toute manière, ça m'amène souvent à d'autres choses. Artiste peintre, en quelque part, c'est une job de ressenti. Complètement. Oui. L'individu, oui, on est très, très sensible à tout, puis on go with the flow. Le point initial pour toi, ce qui t'inspire en premier, bien, comme tu m'as confié, ce sont surtout les couleurs. Oui. Pourquoi? Oui. Bien, premièrement, avant la couleur, il y a le médium. Puis le médium que j'utilise, j'avais dit, c'est l'encaustique, qui est un médium à base de cire d'abeille. Oui, si tu veux nous expliquer c'est quoi en même temps? Bien, en même temps, mais ce que j'allais dire aussi, ce médium-là, la couleur est pure, est assez vibrante, est assez impressionnante. Le médium encaustique, pour faire la parenthèse de l'explication, c'est le plus vieux médium qui existe au monde. Okay.
Ça se dit maintenant googler, c'est un verbe. On google le mot encaustique. C'est ça qui est important. C'est ça. On google le mot encaustique, puis on va arriver sur les plus vieilles œuvres peintes au monde, 2000 ans avant Jésus-Christ. On peignait sur les sarcophages. L'encaustique, c'est un mélange de cire d'abeille, dosé avec une résine qu'on appelle la résine de damas, qui vient d'un arbre, et un pigment. À l'époque, on peignait avec les pigments minéral et végétal, broyés. Donc, ce mélange-là était peint sur le bois, sur le sarcophage, et ça a traversé c'est le durable. temps. Ça a traversé C'est la le temps. qualité première recherchée, c'est que c'est durable. Oui, puis eux, ils ont peint avec ce médium-là sans savoir que ça allait traverser le temps, parce que en apprenant le médium il y a 14 ans de ça, quand je l'ai découvert, avec les années, on lit, on découvre plus d'éléments, puis pourquoi ça a traversé le temps, c'est assez particulier, c'est qu'ils se sont rendus compte que, avec les études, ils se sont rendus compte que la cire, c'est indigeste pour les insectes. Fait que les sarcophages ont été grugés. Le bois a été grugé, mais pas la peinture. Donc, c'est assez particulier. Ah, bonne, celle-là. Puis j'ai découvert ce médium-là il y a 14 ans. Puis juste parce que c'est un médium qui doit être fondu, liquéfié sur plaque chauffante. Donc, quand il est de liquide, il fige après rapidement sur la surface. On vient la déposer sur un panneau ou sur un support. Mais il faut que tu la réchauffes. Donc, c'est là la particularité, c'est que j'utilise des chalumeaux. Chalumeau de crème brûlée, tu as peut-être ça dans ta cuisine, là. Chalumeau, bonbonne de propane bleu. Donc, moi, c'est mes pinceaux pour bouger ma cire, mon encaustique. Puis, je reviens au point que tu disais, la couleur de l'encaustique est magnifique. Ça jaunit pas dans le temps, c'est pas... Mais quand c'est terminé sec, je te dirais vraiment après quelques semaines et quelques mois, parce que ça devient dur comme un plancher d'école. Je fais toujours cette référence-là. Tu sais, dans les écoles primaires, là, on avait des planchers assez rigides. Là. Ça devient très, très dur et c'est comme verni. Et en frottant avec un linge, la couleur est incroyable. Donc, oui, ça m'inspire la couleur. Ta spécialisation, comme tu me disais, l'étape du réalisme est passée. Oui. Maintenant, tu es beaucoup dans le floral, quelque chose qui est fluide. Pour toi, ça exprime le symbole de la féminité. Est-ce qu'on peut dire que tu es une artiste féministe? Non. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Non. Non, parce qu'il y a la femme, oui, parce que moi, je la connais, j'en suis une moi-même. Mais c'est l'humain. Déjà, j'aime l'humain en soi. Donc, son état d'âme, son état d'être, ça, dépendamment des étapes de sa vie, je trouve que je l'applique souvent à la femme. Je le suggère par la fleur parce qu'elle a une forme, elle a une couleur, mais elle progresse toujours, puis elle a une force aussi incroyable et une fragilité. Fait que c'est sous cette avenue-là que je viens travailler puis que je suggère le floral dans mes œuvres. Dans ton métier, on pourrait dire beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça joue du coude un peu. Tu as dû faire ton chemin. Comment se démarquer en tant qu'artiste peintre? Eh, mon Dieu. À ça, là, je te dirais, ça prend... Je répète toujours aux gens, c'est de la constance, de la persévérance. Je l'ai entendu plus tôt avec un autre... l'autre invité, la constance, la persévérance. Eh, mon Dieu! c'est une bonne question parce que là, je pourrais t'en parler un peu de ça, moi aussi. Tu m'ouvres une porte qui fait que, sachant, je t'en avais parlé, je suis enseignante, j'ai été enseignante de carrière. Là, je suis artiste, peintre. J'ai la chance d'être représentée à l'étranger, mais la passion pour l'enseignement revient. Puis là, j'ai le goût d'aider les artistes parce que je veux qu'ils apprennent que, oui, c'est possible, mais il faut faire attention à plein de choses. Puis il faut apprendre à se démarquer. Faut pas être trop rêveur. Faut pas être trop rêveur. Faut pas mettre les lunettes roses qu'on presse ça souvent. peut être difficile. Oui. Puis c'est ça. Au départ, comme tu disais, ça prend... Tu me demandais si ça prenait un certain temps, là, le chemin et tout ça qui découle. Puis qu'est-ce qui fait qu'on est unique? On revient à soi. On en fait, on explore qui on est, puis à un moment donné, c'est toi qui deviens, qui se dépose sur l'œuvre. Et c'est pour ça, comme tu m'as confié, se connaître soi-même, c'est très important. Très. Parce que si on n'apprend pas à se connaître en tant qu'artiste, ce qu'on met sur notre œuvre, c'est pas soi, on reste dans la technique. Puis quand on est dans la technique, on est dans la production. On crée quelque chose parce que techniquement, on sait le faire. On va peindre un paysage, on va peindre un animal. Et des fois, je me challengeais, je disais, les fleurs, à un moment donné, ça va suffire, là, les fleurs. Mais j'essayais de faire des paysages, j'essayais de me donner d'autres sujets. Puis oui, c'est le fun de le faire, mais ça représente rien. Il n'y a comme pas de... Il n'y a pas une continuité avec ce que je viens déposer. Puis à ça aussi,
Mais c'est ça. Là, je m'en irais dans plein de sujets, là, mais je te laisse me guider, mais c'est ça, oui. Tu as appris quoi sur toi, spécialement dans les dernières années, dans ton métier? Que j'ai ma place. Que j'ai ma place, pas nécessairement en tant qu'artiste, en tant qu'individu. J'ai ma place et je peux être qui je suis sans devoir toujours être celle qui doit s'ajuster. C'est à partir de 40 ans, puis je revenais tout le temps au fait que quand on va à l'école, on apprend à faire, on apprend à devoir et on apprend à savoir. C'est quand est-ce qu'on apprend à être. Puis c'est ça que j'ai découvert. J'ai appris à être. Être, faire, avoir. Oui. C'est si important. Puis, si c'est pas dans le bon ordre, ça va être un chaos à long terme. Puis c'est pas ça qu'on apprend à l'école. Fait que le jour où tu te dis, voyons, je suis qui? Oui, on apprend à faire comme il faut, comme à se tenir, faire nos mathématiques, faire ci. On sait les règles, on sait, tu sais, toutes nomme plein d'affaires, là, les formules. Oui. Tu sais, dans chacune des matières, on apprend à mettre nos S à la fin, mettre nos virgules. Donc, on est dans le faire, dans le savoir et dans le devoir. Parce qu'on est la fille d'eux, on doit se tenir, on est la femme d'eux. Mais être, comment ça l'ouvrir? T'es bien placée pour en parler, t'es ex-enseignante. Oui, c'est ça. J'aimerais que tu me parles maintenant de la compétition entre artistes. Est-ce que ça nous propulse ou ça nous freine? Ça nous freine. J'aime ça. C'est déloyal? J'aime ça, ce que tu as... C'est pas déloyal, c'est que aujourd'hui, en 2024, le mot artiste, et j'ai entendu cette expression-là, donc je parle, est galvaudé. Tout le monde peut être artiste. Puis ça m'aiguise. C'est comme les coachs de vie. Oui. Il en pleut. Il y en mouille. Oui, c'est ça. Fait que artistes, ici au Québec, il y en a beaucoup trop qui se disent artistes. Le mot a été galvaudé, fait que là, ça pue son sens. Puis moi, je dis toujours qu'il y a différents types d'artistes. Il y a des artistes de production qui vont faire quelque chose parce que ça fonctionne. Puis c'est correct, ça se doit. Tu sais, le paysage, la maison, les fleurs, c'est correct. Mais il y a aussi les artistes, après ceux qui sont en production, il y a les artistes en processus créatif. Là, on parle d'un autre niveau. C'est là que tu vas chercher quitter, que tu viens le déposer, que tu te retrouves dans le travail. Puis c'est une autre chose. Puis je pense que je te l'avais nommé aussi, je m'amuse toujours à dire ça. Je sais écrire, hein, mais je ne suis pas écrivaine. Donc, c'est pas parce que tu sais peindre que tu sais utiliser le médium acrylique, l'huile, ta palette, que tu déposes sur une œuvre, que tu es capable de faire l'ourson ou la maison, que tu es un artiste. Donc, il faut faire attention à ça. Puis le public n'est pas au courant, on n'est pas cultivé au Québec pour ça. On essaie de transmettre des notions. Le lâcher-prise, comme dans tes œuvres, pour toi, c'est important. Oui. Tu écris. Ce qui favorise ton processus d'inspiration. Est-ce que, deux questions, tiens, est-ce que le processus d'inspiration est souffrant pour toi? Mettons, comme moi, ça m'arrive, là, je pense à quelque chose, j'ai mon calepin, puis je suis dans mon lit, il peut être 2 heures du matin. Et pourquoi écrire avant? Bien, justement, parce que ça vient tu écris ici. avant de faire une peinture, c'est particulier. Bien, écrire, c'est avant de faire une peinture, c'est comme écrire un texte. Comme toi, quand tu as une idée, tu mets une idée. Okay. Mais moi, il y a quelque chose qui se dessine dans ma tête, il y a une émotion, il y a une couleur. Bien, je vais écrire. Puis, drôlement, en mettant des mots, il y a quelque chose qui se bâtit. Mais tu sais, tout, c'est comme faire un lien entre ma tête, mon cœur, ma main sert de prolongement. Je viens déposer sur papier. Puis, j'écris beaucoup, je fais des griffonnages. Je vais prendre des photos de mes œuvres qui sont en progression avec mon petit appareil, mon appareil photo, téléphone, et j'imprime mes petites photos, puis je les dépose dans mon cahier d'écriture. Puis ça me permet juste des fois de revenir en arrière, puis de poursuivre. Puis je m'en allais où dans ce ressenti-là? Puis là, après ça se dépose sur mon travail. J'aimerais qu'on revienne sur un épisode que tu m'as raconté. Une explication psychologique pourquoi il y avait toujours des chaises de bois dans ton entourage. C'est quoi tout ça? Je vais faire rire les gens, là, je pense. Je t'avais raconté que
le père de mes enfants me disait toujours, qu'est-ce qu'on va faire avec ces chaises-là? Il y en avait plein, j'en ramassais partout. Même quand j'étais allée en Europe avec ma sœur voir la maison de Salvador Dali, j'avais vu les petites chaises, il y en avait plein dans sa maison, puis je me disais, je suis une descendante de Salvador Dali. En tout cas, j'ai dit, ça a un sens et tout ça, je suis quelqu'un. Mais, la chaise, c'est de s'asseoir dessus, prendre sa place. Je te disais aussi que souvent, je vais m'asseoir. Là, je m'assois parce que je suis moins confortable que dans mon lazy-boy, mais prendre sa place, pour moi, c'est ça. C'est de s'asseoir sur sa chaise. Je l'ai beaucoup trop prêté. Je l'ai beaucoup trop usé sur le coin parce que j'ai peur de prendre la place de quelqu'un d'autre. Fait que pour moi, la chaise, c'est très significatif. Elle est confortable maintenant. Peux-tu me dire en une phrase ta définition du bonheur artistique? Ce que tu vis? Tu es dans le bonheur artistique? Je veux dire, tu fais ce que tu aimes et ça va bien. Mon Dieu. Je te dirais... le premier mot qui vient en tête, moi, c'est la liberté. Vraiment, la liberté, c'est léger, c'est libre, c'est nourrissant. C'est des termes que je te donnerais plus qu'une phrase. Oui. Liberté. Oui. Qu'est-ce qui fait la crédibilité de l'artiste peintre? Son authenticité. OK. Son authenticité. Tu as donné récemment ta démission comme assistante dans une galerie d'art pour pouvoir plus te consacrer. Et j'aimerais que tu me parles du succès que tu as connu à Singapour en novembre dernier. Parce que pour toi, ça devait être un élément de fierté pour sûr. Complètement. Moi, là, j'ai les lèvres qui pas les lèvres, mais les joues qui rougissent. Où, c'est... Étant assistante à la galerie, j'ai eu la chance d'être sur place pendant la foire, comme à d'autres événements. Mais le succès que j'ai eu à Singapour au début novembre, là, c'était un rêve, pensez-moi. C'est de voir que ces gens-là, à l'autre bout du monde, ils tombent... Tu ne leur parles pas, là. Tu es dans le kiosque, tu es présent. Moi, je représente... On était une dizaine d'artistes, donc pas sur place, mais la galerie représentait 10 artistes. Une dizaine, puis tu vois que les gens s'approchent de ton travail. Là, ils l'observent, puis ils regardent. Ça a une texture assez particulière, l'encaustique. Ça a un petit relief lustré. Puis là, après ça, ils posent des questions, puis moi, je me tiens un peu plus loin. Tu sais, je laisse Geneviève, la propriétaire de la galerie pour qui je travaillais, s'approcher. Puis c'est ça. Quand tu vois la propriétaire aller rechercher d'autres, et là, ils sont tous étalés au bas du mur. Puis là, la personne ne sait pas à quelle prendre. Puis là, finalement, elle prend les deux. Puis là, l'autre couple qui arrive, puis là, elle est-tu vendue? Puis là, il y a un... Wow. Hey, écoute, il y a un événement. Fait qu'il y a eu 3 jours de Pensez-moi quelqu'un. Ça a été... Une des plus belles journées de ta vie professionnellement. La naissance de tes enfants, tout ça, mais professionnellement, c'était ta plus belle journée. Les 3 jours ont été magnifiques, puis drôlement, la 4e journée de l'exposition à Singapour, là, ça a relâché, mais j'avais plus grand-chose à présenter, donc, tu sais, c'était un beau problème, là. Mais j'ai vraiment vécu quelque chose de magnifique. Et à ça, j'aimerais juste rajouter que j'avais participé à un gala rayonnement à Granby. J'avais posé ma candidature en tant qu'artiste. Le gala avait lieu le vendredi soir, le 8 novembre. On est décalé à Singapour. Le 9 au matin, je prends mon téléphone pour descendre déjeuner en bas à l'hôtel. Et je vois une amie qui m'écrit, qui dit « Madame Bouchard, félicitations. » Et je gagnais une bourse remise par la ville de Granby de 3 000 $ pour aider au rayonnement international. Fait que là, j'ai fait comme arrêter. Là, c'est comme wow, la bénédiction. Oui. Pascal, on va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar fréquenté, une salle de spectacle appréciée, mais aussi un excellent restaurant avec un menu et une ambiance de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'une artiste peintre de talent et accomplie, Pascal Bouchard. Je parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. Gérer vos finances n'a pas à être compliqué. Une solution, un moyen efficace. C'est Josiane Fontaine, une conseillère financière compétente et d'expérience. Investir à la bourse, se protéger adéquatement avec une assurance qui vous convient, seul ou en couple, ou pour les entreprises, il n'est jamais trop tard pour épargner, peu importe l'âge que vous avez, pour investir et être guidé avec efficacité et crédibilité surtout. Donc, pour une sécurité financière saine, la solution Josiane Fontaine. Le numéro de téléphone dans le 819, c'est le 319 61 43. Pascal, est-ce que l'attitude
L'orgueil, ça fonctionne face à l'adversité. Et est-ce que l'attitude « me against the world », ça fonctionne pour toi? Et je ne veux pas te souffler de réponse, mais je pense que c'est un peu sous ta rubrique, c'est ça. À une certaine époque, c'était ça. Peut-être plus maintenant, mais c'est comme j'ai quelque chose à vous prouver. Puis vous allez voir que je ne tomberai pas au tapis facilement. Ah ouais, OK. Mais ta question par rapport à ça, c'est savoir si moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Bien, ton attitude, est-ce que ça, c'était un peu ça? Est-ce que ça t'a aidé? L'orgueil, finalement. Oui. Ben, t'es mis devant plein de situations, t'es mis devant plein de refus souvent, parce que tu veux percer puis tu te pitches un peu partout. Fait que t'es ralenti par tout ça, mais à un moment donné, le tempérament puis l'orgueil, oui. Ça fonctionne. Elle nous tient... Il y en a qui vont se motiver juste parce que le voisin a dit t'es pas capable. Il y a toujours une source de motivation au quotidien, en quelque part, et surtout à long terme. Tu me confiais rapidement, puisque nous sommes maintenant bousculés par le temps, que le marché de l'art est un peu méconnu à l'étranger pour tout ce qui est québécois. Que c'est un peu peut-être pas assez valorisé. La valeur artistique des œuvres québécoises n'est pas assez représentée. J'aimerais que tu m'expliques ça en quelques phrases. Avec toutes les années où j'ai traversé les différentes étapes, les différentes expériences, que ce soit des expositions, des symposiums, des collectifs, des duos. En parallèle aussi, j'ai été beaucoup membre de conseil d'administration pour des comme Art Sutton, j'étais tout le temps un peu partout dans des comités, donc j'organise les expos. Je suis en préparation, je suis en relation avec les artistes. Puis malheureusement, le public répond pas. Malheureusement, ça fait pas partie de l'éducation du Québec, l'art, l'histoire de l'art, et que ça a une valeur. Donc moi je dis tout le temps que nos pires ennemis, nos pires compétiteurs, c'est les winners de ce monde avec les toiles et les bouclaires et tout ça, malheureusement. Donc, il faut essayer de se trouver. Puis là, ça n'a pas de valeur aux yeux des Québécois, contrairement à l'international. Toi qui as toujours baigné dans l'art, si tu avais un conseil à donner à un jeune artiste peintre, tu lui dis quoi? De s'armer de patience? Oui, de s'armer de patience et d'en faire et de visiter des expositions, d'élargir son réseau, de parler aux artistes, d'aller les voir, là, que ce soit pas juste des expositions de musée, aller voir des symposiums, aller voir des expositions, baigner dans ce monde-là. Baigner. Avant de dire, je suis artiste puis je veux traverser l'autre bord de l'océan, puis à un moment donné, tu t'auto-évalues et tu te positionnes, puis sans t'en vouloir ou sans te taper sa tête, tu en fais, puis à un moment donné, c'est toi qui apparaît sur la toile. C'est là qu'on appelle sa signature. Et là, il y a quelque chose qui se démarque. Et là, après ça, tu vas vers d'autres choses, mais là, je dirais... Un synonyme pour toi de sortir de sa zone de confort, ce qui est important pour toi, que tu m'as confié, un synonyme de ça serait? J'allais dire nouveau. Nouveau. Oui, la nouveauté. Nouvelle personne, nouveau lieu, nouveau... Oui, le nouveau. Oui, l'ouverture au nouveau. OK. En terminant, tu as un gros projet, ce serait de monter ta propre formation en ligne, parce que tu parles de l'enseignement qui est encore en toi. Est-ce que c'est pour 2025? Je le souhaite fortement. Si tu savais, c'est combien d'heures je travaille présentement par jour sur ça. Je veux aider les artistes. Je veux les guider, je veux être un filtre pour eux, je veux éviter justement, j'ai passé un sondage sur mes réseaux dernièrement, justement pour éviter de mettre trop les lunettes roses puis apprendre. Le réalisme, pas juste sur peinture, mais dans la vie. Oui, arrêtez, c'est bien dit, hein? Puis souvent, on se fait dire bien des choses où on se fait promettre, c'est tellement bien écrit que, wow! Mais hey, ça coûte une beurrée. Fait qu'avant de vider tes poches, là, prends le temps. Puis je veux éviter tout ça aux gens. Fait que, oui, En terminant, pour te suivre ou pour passer une commande en bon québécois, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah mon Dieu, il faut aller sur mon site Internet. Il y a pascalbouchardartiste.com où vous pouvez aller me voir. Et à ça, je me permets, en bas de la page d'accueil, parce que j'ai parlé de chalumeau tantôt, de cire et tout ça, sur la page d'accueil de pascalbouchardartiste.com, allez dans le bas, il y a une vidéo YouTube qui va vous ramener à aller voir d'autres vidéos. Fait que vous allez me voir jouer avec le feu
sur vidéo. Vous allez avoir une idée. Sinon, les réseaux sociaux, Pascal Bouchard Artiste, puis éventuellement, en 2025, je vais être très présente sur TikTok, puis je vais lancer ma formation pour aider. Je te souhaite beaucoup de succès. Oui. Merci d'avoir été des nôtres. Toi aussi, tu venais de loin. Ça t'a pris quand même plus d'1 heure. Et je te souhaite beaucoup de travail, surtout, et des projets emballants pour 2025. Et je vais te dire tout simplement, Pascal Bouchard, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Très Steve. gentil. Bonne fin de journée. Merci, Steve. Maintenant, n'attendez pas d'avoir des idées noires et que ça tourne mal. Si vous avez besoin de parler, il y a des gens qui peuvent vous offrir une écoute attentive, telle aide, et ça, c'est 24 heures sur 24. C'est une cause que nous avons ici à cœur, toute l'équipe de Flashback, 514-935-1101. Nous prenons une pause, évidemment, puisque les 2 prochains mercredis tombent sur les fériés, Noël et Jour de l'An, donc impossible de faire une émission. On va prendre une petite pause. Je vous souhaite à tous une belle année 2025. Merci d'être à l'écoute à chaque semaine. Ici Stevie Ray. À la prochaine.